Développer ou maintenir des zones de nature utile dans une exploitation agricole est indispensable à sa résilience. Il est donc essentiel de restaurer la nature autour et dans les champs. Mais comment? Donc Elisabeth, on va implanter 3 plantes utiles. Donc là, on a le chou kanak, on va le disposer ici. On a le cuféa, on va le disposer là. Et l'ambrevade qu'on va mettre au milieu. Donc là, on va mettre la main à la pâte. Hein, on dit. Ouais. On va les planter. Les mains dans la terre, moi j'adore ça. Voilà, les mains dans la terre. Donc la terre voilà, est friable. Donc on implante le cuféa ici. Alors, tu parles de plantes utiles, par exemple le kyphéa, à quoi ça sert? Donc c'est plus une plante pour attirer les pollinisateurs, essentiellement. Comme les abeilles. Comme les abeilles, voilà, elles vont venir butiner, se nourrir, ainsi que certains insectes. D'accord, Voilà. très bien. Ok, alors moi, je m'occupe de l'ambrevade. Je vois que tu as fait les trous, c'est bien, c'est pratique. Je vois qu'il y a déjà plein d'insectes dans la terre là. Alors, l'ambrevade, c'est une légumineuse qui est bien connue des Calédoniens, qu'on consommait beaucoup à une époque, puis ça revient au goût du jour. Ça revient au goût du jour, Et exactement. à quoi ça sert dans une haie comme celle-ci? Donc en fait l'ambrevade, il va surtout fixer l'azote dans le sol, qui va D'accord. permettre de nourrir un peu tous les autres plantes qui sont à proximité. Ça évite d'apporter de l'engrais, quoi. Ok, donc Donc voilà. le cuféa va Cuféa. plus nourrir la partie extérieure, attirer les insectes, Voilà, les les insectes, les pollinisateurs. abeilles, L'ambrevade, ça va plus nourrir le sol. le sol, et après pourquoi pas manger les gousses. Ah oui, ouais, c'est Ça sert à ça délicieux. aussi. Alors, le chou kanak, lui, alors on le mange bien sûr, c'est délicieux, mais à Délicieux. quoi il sert dans une haie comme celle-ci? Donc le chou kanak, c'est que le chou kanak va sécréter de la sève autour de ses feuilles qui va Ouais. permettre de nourrir les insectes Ah en d'accord. général. Voilà. Ok, Après, c'est vrai que donc c'est délicieux le chou kanak aussi. ouais, c'est délicieux. Alors ça va servir à nourrir les insectes et puis c'est aussi un refuge C'est un refuge pour eux. pour eux aussi. Quand il fait chaud, ben, ils ont toujours de l'ombre en dessous. Ouais. Une fois que ça va grandir, ça peut servir de perchoir aussi pour les animaux, surtout Mhm. pour tout ce qui est volatile, Ouais. pour se reposer, pour aller déguster les bons insectes qui sont autour des champs aussi. On peut dire que c'est une plante qui représente un peu le gîte et le couvert C'est pour ça, les insectes. c'est ça, exactement ça. Allez, on va remettre un peu de paillage. Voilà. Ok, donc là tu as planté une haie qui fait plus de 200 mètres de long avec ces 3 espèces, à proximité de ton champ. C'est ça. Pour quelle raison? Donc c'est tout simplement c'est une IAE, une infrastructure agroécologique. Donc on peut définir ça comme une zone Une zone d'utilité? d'utilité, voilà, pour les insectes essentiellement. Donc ça va favoriser le développement de mes auxiliaires, comme on va parler agriculture. Donc voilà, les auxiliaires, ils sont là pour le bien-être de mes cultures, en cas où si des ravageurs viennent dans mes cultures, ils sont à D'accord. proximité. Donc les ravageurs, ça peut être quoi par exemple? Donc le ravageur, on va parler du puceron, Oui, voilà, ça c'est bien essentiellement. connu. Donc le puceron, c'est une grosse problématique dans l'agriculture. Donc grâce à toutes ces multitudes de plantes, donc les coccinelles vont être approximatives. Coccinelle, c'est un auxiliaire La qui va coccinelle, réguler c'est les un pucerons, hein? exactement. Ok, Donc ça adore le puceron. Donc si ils ont tout, ben, elles se développent, elles se sentent bien. Une attaque de puceron, plac, elles sont juste à côté. Voilà. d'accord. Donc cette IAE, cette zone donc, de végétation utile pour Utile. ton champ, comment est-ce que tu sais exactement où il faut la disposer? Parce qu'il n'y en a pas qu'une, là on est sur une bande fleurie, mais il y a Là pour le d'autres types moment, d'IAE. voilà, donc il y a d'autres IAE. Donc là, je fais appel à l'association Repère, donc qui viennent faire un diagnostic de mes parcelles, où les implanter, quelle variété. Et à partir de là, ben, on met en place intelligemment notre IAE en place. D'accord. On a Julie de l'association Repère qui fait des observations d'auxiliaires suite à l'implantation de cette IAE. Bonjour, bonjour Julie. Comment allez-vous? Ah, très bien.
Alors, je vois que tu as une loupe à la main. Oui. Qu'est-ce que tu es en train d'observer dans ce champ? Eh bien, écoute, là, ça faisait un petit moment que j'étais pas venue chez Meryl et notre équipe technique l'a aidé à implanter des IAE, des infrastructures agroécologiques. C'est là que vous avez observé tout à l'heure. Et du coup, l'objectif de cette ES est d'aider au développement de la faune, aux équilibres écologiques. Donc, j'étais venue voir ce que ça donnait dans le champ. Est-ce que tu veux observer avec moi? Bah écoute, oui. Regarde, j'ai prévu une loupe. Merci. Alors, observons ce champ de chou paumé, c'est ça, hein? paumé. Chouchine paumé à la loupe. Alors, qu'est-ce que... Donc, tu peux regarder au-dessus, alors en attends, dessous des là feuilles. j'ai un petit insecte un peu jaune. Ok, Ça ressemble à une coccinelle, mais mais c'en est ça pas c'est une. un ravageur. Donc c'est on un appelle ravageur. ça la chrysomèle. Et qu'est-ce qu'elle fait, la chrysomèle? La chrysomèle, généralement, on voit les impacts qu'elles font. Hein. Ah, tous ces petits trous là. Elle consomme les feuilles, ça fait des petits trous. Mais dans l'ensemble, c'est pas méchant, parce que le chou en lui-même, il est joli. Et Y a pas de tu as souci vu des pour ça. coccinelles ce matin, Julie, là, dans Alors ce j'en champ? cherchais, pour l'instant j'en ai pas vu, mais en même temps j'ai pas non plus vu de pucerons. Et comme les coccinelles sont là pour manger les pucerons, du coup voilà, il n'y a rien qui me choque D'accord. vraiment parce que comme disait Meryl, les choux sont très beaux, ils sont tout à fait commercialisables sans aucun souci. Ah oui, effectivement, ils sont très beaux. Alors Julie, Meryl me disait tout à l'heure que le repère faisait des diagnostics chez les agriculteurs. En quoi ça consiste exactement? Alors oui, il a dû te parler des diagnostics des infrastructures agroécologiques, Ouais. justement. Alors c'est un diagnostic spécifique qu'on a commencé à faire chez Repère depuis 2018. On s'est intéressé aux infrastructures agroécologiques dans l'objectif de travailler justement sur le développement de la biodiversité de la flore sur les exploitations agricoles pour développer les équilibres écologiques. Donc on travaille à la fois sur la protection des cultures, on en parlait à l'instant, autour des équilibres de la faune, mais on va travailler aussi sur d'autres utilités comme les brise-vents. D'ailleurs, Meryl a des haies brise-vents. Les brise-vents, c'est avec des arbres, hein, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Donc on va Essentiellement. soit implanter des haies brise-vents, soit les enrichir, les améliorer de manière à ce que leur utilité soit plus forte. Comment vous faites pour choisir les essences d'arbres ou les plantes que vous allez installer à un endroit donné? Alors déjà, le diagnostic, en fait, il y a plusieurs étapes. Effectivement, la première étape, c'est de faire un état des lieux de l'exploitation, voir un peu les problématiques, points forts, points faibles, etc. De conseiller sur l'enrichissement ou l'implantation d'IAE, avec différentes utilités, brise-vent et autres. Et ensuite, effectivement, il faut s'intéresser aux espèces à mettre, par exemple, dans une haie. Pour le choix des espèces, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie sur nos partenaires qui font de la recherche, de l'expérimentation dans ces domaines-là. Donc, par exemple, l'IAC est spécialisé dans les plantes endémiques, donc il y a de très grandes connaissances dans cet institut sur cette question-là. Donc on va essayer au maximum dans les IAE d'implanter des plantes endémiques. Après, on s'appuie aussi sur l'ADECAL qui a fait un gros travail dans le cadre de son centre de promotion apicole sur les plantes mellifères. D'accord, donc pour Voilà. attirer là, cette fois, les les pollinisateurs et tels puis que les tous les abeilles, insectes notamment. qui peuvent être potentiellement utiles pour les cultures. D'accord. Donc parmi les IAE, on a vu tout à l'heure une bande fleurie, mais il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres. Je vois par exemple ici qu'il y a beaucoup d'herbes à l'intérieur de ton champ, mais aussi autour, Meryl. Est-ce que ça fait partie des IAE, toutes ces herbes? On appelle ça des plantes spontanées en fait, qui poussent au fur et à mesure. On appelle ça des adventices. Mais bon, après ils ont leur utilité. Hein, Ah, une coccinelle. Ah, bah là voilà, elle est là, Elle est là, tu vois, c'est celle qui est rayée dont tu me parlais. c'est celle-là. Donc là, elle est à proximité. Hein. Dessous, là. Ça y est, tu l'as Elle est vu? ici. Ah, voilà, ça y est, Elle est là. je l'ai. Voilà. La petite coccinelle. Donc ça, c'est bon signe. Hmm. Ça veut dire qu'on est Excellent. vraiment dans un équilibre écologique. Voilà. Et tu Elle vois, a fait son Meryl te parlait de l'enherbement spontané, des plantes spontanées. Ben voilà, les auxiliaires peuvent être dessus. Et donc ça, c'est tout à fait ce qu'on recherche. Plus on a de végétation, plus on a de diversité. Donc plus on a potentiellement d'équilibre écologique. Et moins l'agriculteur est susceptible de devoir intervenir sur ces cultures en faisant des traitements, par exemple. On peut donc dire que la biodiversité est une ressource importante pour la production agricole, que plus il y en a autour et à l'intérieur du champ, meilleur le rendement du champ va être. Tout à fait, une bonne fertilité du sol, un développement des auxiliaires grâce à l'enherbement spontané et aux IAE, et surtout un travail de l'agriculteur qui met tout ça en place pour favoriser son développement des auxiliaires, pour éviter l'utilisation de produits phytosanitaires. Produire intelligemment, c'est produire avec la nature. Produire avec la nature. Maintenir la production agricole face au changement climatique
nécessite de développer des systèmes agricoles qui privilégient une relation harmonieuse avec la nature, comme l'agroforesterie. Je vais vous présenter une ligne d'agroforesterie que je suis en train de retaper. Et là, en ce moment, c'est la pleine saison des avocatiers. Malheureusement, il y a 2 cyclones qui est passé. Ça fait que là, il ne reste plus beaucoup, mais il y a quelques fruits là, que vous pouvez aller cueillir. Ouais, je peux. Oui, vas-y. Moi. Voilà. Et voilà. Ah bah merci beaucoup. Voilà. Alors René, en quoi est-ce que l'agroforesterie est-elle favorable à l'agrobiodiversité? Ben, l'agroforesterie, ça sert surtout à déjà à régénérer le sol. Ça fait qu'on est en train d'implanter d'autres arbres qui vont essayer de nourrir le sol. Et puis aussi de donner aussi à manger à tous les autres arbres qui sont à côté. Ça fait que là, comme vous voyez, là, il y a beaucoup de diversification là, sur la ligne. Il y a un pied d'avocatier là, il y a 2 pieds de bananier, il y a un pied de combava là, et puis 2 pieds de Ah, manioc. le petit là, ça c'est du combava? Oui, ça c'est un petit pied de combava. Et puis peut-être là derrière, il y a un petit pied de moringa qui est derrière là. Et tout ça forme un peu des lignes pour aider un peu le sol à nourrir un peu toutes les plantes. Ça veut dire qu'ils sont en symbiose dessous le sol. Et puis avec toutes les arbres de support, ils sont en train d'amortir un peu les effets des grosses pluies ou De la chaleur aussi. des grosses chaleurs, oui, des grosses chaleurs. Et puis, comment je vais dire ça, par rapport à tout ce qui est insectes ravageurs auxiliaires, ça les arrive pour pouvoir essayer d'équilibrer un peu comme ça, il n'y a plus de traitement, il n'y a plus d'apport, il n'y a plus d'arrosage. C'est ça, pas de produits chimiques, Voilà, pas d'arrosage, un sol en équilibre, Voilà, des arbres donc, qui viennent aussi enrichir le sol, Le et sol. au milieu des semences, des variétés diverses que tu exactement. cultives Exactement. dans ta serre. je Exactement. crois. C'est ça. Bon, ben là, on arrive sur la serre. Là, j'ai fait des petits semis pour renforcer mes lignes en agroforesterie. Là, des moringas. Là, c'est le doliprane tahitien. Doliprane, Doliprane ça tahitien. veut dire quoi? Ça veut dire que si je consomme une feuille, là, ça va me faire passer ma migraine? Tout entorse, vous pouvez faire de la tisane pour les grippes, tout. Ça sent Ça bon. renforce un peu le système immunitaire, quoi, voilà. D'accord. Ça fait que là, il y a les limes Tahiti. Ici, il y a les greffes d'avocatier, là. Et puis ici, j'ai empoté déjà des jeunes plants qui sont déjà mycorhizés. C'est toujours pour renforcer mes lignes. Donc, mycorhizé, c'est-à-dire quand tu as introduit dans la terre un petit champignon, Exactement. c'est ça, qui va venir enrichir, Enrichir le sol. Alors, est-ce que c'est dans le cadre de l'accompagnement que Repère donc apporte aux agriculteurs, est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez justement le sol? Oui, oui, tout à fait. On aide les adhérents en fait à comprendre le fonctionnement de leur sol Exactement. et notamment pour ça, on fait des prélèvements de sol et des analyses. D'accord, donc c'est ce que ton équipe est en train de faire actuellement. En ce moment, oui. Alors, cette serre, c'est une véritable caverne d'Ali Baba, René. On trouve C'est ça. plein d'espèces incroyables, vraiment très diversifiées. Et alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu travailles également sur le développement de la résistance de certaines variétés, notamment aux maladies ou encore aux changements environnementaux? Exactement. Là-bas, dans l'autre parcelle, je suis en train de travailler avec les différentes variétés de manioc et puis les différentes variétés de taro qu'on va passer voir là en ce moment. Là, sur les parcelles de taro, il y a 2 variétés. Et puis, je suis en train de faire des essais avec la décale pour tester un peu la résistance du taro, pour voir s'il résiste bien au sol, ici aux îles, par rapport à son goût. Et sur le manioc, je suis en train de tester aussi les différentes variétés de manioc, toujours pareil, s'ils sont bien résistants au sol, par rapport aux maladies, par rapport au goût. Et puis là, derrière, j'ai fait une association de culture aussi
sur le manioc toujours, avec des maïs et puis des aubergines. Et à l'intérieur, il y a des aubergines que vous pouvez aller voir et puis cueillir. Ils sont prêts à manger, quoi. On est dans un équilibre Voilà, écologique. dans un équilibre, parfait. Voilà, il y a tout ça. Du On coup, va je vais aller cueillir les aubergines. Voilà, exactement. Allez, viens avec moi, Julie. Alors, elles sont où? Que faut-il mettre en œuvre pour réussir la transition agroécologique et développer plus de résilience de nos exploitations agricoles tout en conservant la biodiversité afin de pouvoir assurer la sécurité alimentaire des générations futures? Hubert, si tu devais donner une définition simple et facile à retenir de l'agrobiodiversité, qu'est-ce que tu dirais? Je te répondrai la richesse en variétés et en espèces produites sur une exploitation agricole. Comme le petit échantillon que nous avons ici avec différentes variétés d'ignames, de taro, de haricots, de bananes, de navets ou encore d'herbes aromatiques. Mais c'est vraiment un tout petit échantillon. Et à cette richesse, j'additionnerai la richesse d'espèces et d'écosystèmes sauvages, spontanés, que l'exploitation agricole accueille. Comme par exemple les arbres, les fleurs, les herbes qu'on peut trouver Une mare, une haie brise-vent, un bois, et tous les insectes que ça va attirer. bien sûr, comme les abeilles, puisque même si le rucher est installé chez le voisin, eh bien, ton verger sera pollinisé, tu auras plus de fruits par les abeilles chez l'exploitation agricole voisine. Alors finalement, d'après ce que tu dis, c'est quand même une recherche d'équilibre permanent entre les différents écosystèmes qui vont se retrouver autour de l'exploitation et les pratiques agricoles. Ah oui, c'est cet équilibre. Par exemple, tu prends un arbre, quand il est jeune, il va produire certains services environnementaux sur l'exploitation. Par exemple, il va commencer à faire un peu brise-vent. Et puis quand il va être grand, il va apporter par exemple de l'ombrage. Donc le même individu, le même arbre, va apporter des services, ça va évoluer, il va accueillir des insectes, des oiseaux différents selon son âge exactement. Oui, donc il faut finalement tout le temps rechercher une relation gagnante-gagnante entre le vivant alimentaire et le vivant sauvage. Et c'est cet équilibre que les scientifiques aussi appellent maintenant des écosystèmes émergents, donc des associations nouvelles entre espèces qui vont trouver un nouvel équilibre. On a ça par exemple, le bocage breton. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est figé, mais c'était à une époque un écosystème émergent. Quand les paysans bretons défrichaient la forêt pour installer leur culture, ils ont créé un écosystème avec des haies qui associent des espèces de la forêt, comme par exemple les mésanges, et des espèces des prairies naturelles, comme par exemple les perdrix. Malgré tout, il faut rester humble face à cette nature qui évolue sans cesse. Ah oui. D'un côté, tu as 3,5 milliards d'années d'existence de la vie sur Terre, et de l'autre côté, notre agriculture qui n'a seulement que 10 000 ans. Alors Hubert, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, entre 20 000 et 50 000 espèces de plantes comestibles ont été recensées dans le monde, mais seulement 200 sont consommées régulièrement. C'est dire toutes les possibilités alimentaires qu'offrent ces autres espèces qui sont finalement peu connues de la science. Et c'est important d'étudier ces espèces pour connaître leurs valeurs nutritives, mais aussi leur potentielle toxicité. Alors je vais prendre un exemple en Nouvelle-Calédonie. Par exemple, est-ce que tu connais l'asperge kanak? Alors de nom, oui, mais je ne l'ai jamais goûté. Eh bien moi non plus, figure-toi. Et donc il y a plein d'espèces comme ça, de plantes comestibles qui sont consommées traditionnellement, mais que la science ne connaît pas. Et il y a justement une chercheuse en physiologie végétale à l'IAC qui va travailler sur un programme pour étudier toutes ces plantes comestibles. Je te propose qu'on aille la rencontrer. Avec plaisir, oui. Bonjour Nadia. Bonjour Elisabeth, bonjour Hubert. Bonjour Nadia. Alors tu travailles actuellement sur un projet qui porte bien son nom puisqu'il s'agit du projet Papille. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, effectivement, le projet Papille s'intéresse aux plantes comestibles locales qui sont sous-utilisées ou même oubliées de la population. Et certaines de ces plantes-là sont connues pour être comestibles, mais on n'a aucune information concernant leur valeur nutritionnelle ou leur éventuelle toxicité ou propriété médicinale. Et ce projet, que l'on mène en partenariat avec le Centre d'appui du rural loyaltien, la province des îles et l'IRD, vise justement à apporter de nouvelles connaissances et de valider scientifiquement l'intérêt de ces plantes, tant au niveau nutritionnel que de la santé humaine et
d'une façon générale pour la sécurité alimentaire du pays. En revanche, ici à l'IAC, vous travaillez à étudier une plante comestible locale qui est extrêmement connue. Vous conservez également des variétés. Il s'agit du chou kanak. Effectivement, donc là on est dans la parcelle, on peut voir qu'il y a environ une cinquantaine de variétés de cultivars de chou kanak différents que Oui. l'on distingue essentiellement par la forme des feuilles et leur couleur. Et là, je vois qu'on est sur une variété d'UVA. C'est ce qui est écrit là, c'est la ligne UVA. Effectivement, c'est des variétés qu'on a prospectées là-bas. Donc comme vous le constatez, ce n'est pas un chou, c'est plutôt un petit arbuste de la famille des malvacées et donc qui ressemble plus à un hibiscus qu'à un chou, mais qui est consommé comme un chou, on va dire. C'est une plante qui est largement répandue en Mélanésie et puis en Calédonie, on la retrouve dans tous les champs traditionnels. Elle accompagne aussi tous les plats traditionnels. C'est vraiment une plante à valeur culturelle forte. D'un point de vue écologique? Oui, c'est une plante avant tout qui est une plante locale, donc parfaitement adaptée aux conditions pédoclimatiques du pays, qui nécessite donc peu d'intrants pour sa culture. C'est une plante qui a un intérêt en agroécologie puisqu'on peut la cultiver sous forme de haie qui va attirer, grâce aux substances qu'elle libère sur ses feuilles, des insectes auxiliaires intéressants pour les cultures. Oui, comme on l'a vu chez Meryl Kugola, qui en met donc dans ses bandes fleuries autour de son exploitation. Qu'en est-il de sa valeur nutritive? Alors je vous propose de faire une petite expérience. Eh bien, allez. Suivez-moi. Consommer 100 g de chou kanak équivaut en teneur en calcium à consommer un verre de lait et en teneur en magnésium à consommer 100 g de chocolat noir. Quand je vois ces chou kanak et ce champ avec une cinquantaine de variétés différentes, ça me fait réfléchir en contraste à l'effondrement de la diversité variétale au niveau planétaire. Depuis 1900, on a perdu 3/4 de la diversité variétale de notre agriculture mondiale. 3/4. Quand on regarde à côté de chez nous, en Asie, de plusieurs milliers de variétés de riz, on en produit aujourd'hui plus qu'une douzaine. Et aux États-Unis, en un siècle, les Américains ont perdu 80% de leur diversité variétale en choux, en pois et en tomates. Wow, c'est énorme. C'est impressionnant. Et parallèlement, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a promu une agriculture très mécanisée, avec beaucoup d'intrants chimiques, des pesticides, des engrais. Et donc on a assisté à un effondrement aussi de la biodiversité sauvage, spontanée des exploitations agricoles. Un exemple tout bête, les campagnes européennes, dans les dernières 30 années, ont perdu 400 millions d'oiseaux des champs. Les alouettes, les perdrix, 400 millions. Et donc les conséquences aujourd'hui, Elles sont multiples, parce que cette nature rendait des services à l'agriculteur. Donc on a une perte de capacité de pollinisation, on a une perte de fertilité des sols, on a un dérèglement des cycles hydriques, on a une moindre résilience aux maladies, aux parasites, au changement climatique. Alors justement, concernant le sujet de la résistance au changement climatique, l'IAC, vous travaillez également sur la résistance de certaines plantes locales. Justement, nous travaillons avec la Technopole qui possède une collection de plusieurs dizaines de variétés de tarots locaux. C'est un travail qui est aussi mené avec l'Université du Queensland et la CPS et avec des fonds pacifiques. Et l'objectif, c'est de cribler cette collection pour sélectionner des variétés qui seraient tolérantes à la salinité. Oui, alors je rappelle effectivement que selon l'Oblique, l'Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie, 49% des côtes seraient potentiellement concernées par le risque de submersion dû à l'élévation du niveau de la mer. Et donc il faut préparer cet avenir et pouvoir proposer aux agriculteurs des variétés qui seraient capables de s'adapter à ces nouvelles conditions. Dans la même idée qui est de renforcer la résilience des communautés rurales, le projet Resico vise justement à réinjecter et à conserver la biodiversité dans les agrosystèmes. Parmi les approches proposées dans ce projet, l'une d'entre elles vise à sélectionner dans la flore locale, native, des arbres fruitiers ou à noix que l'on pourrait utiliser pour développer des systèmes agricoles, agroforestiers, diversifiés et résilients. Donc c'est des arbres qui auraient un double rôle, finalement un rôle écologique mais aussi un rôle nourricier. Exactement. Le projet Resico concerne la province des îles et le Vanuatu et c'est un projet qui a été proposé à l'initiative Kiwa et qui est en cours, voire fin d'instruction.
Pour réussir cette transition agroécologique, il est donc important de réconcilier 3 choses. L'activité agricole, les aspirations alimentaires de l'humanité et la sauvegarde de la nature. Comment faire? Eh bien, il y a plusieurs chantiers incontournables à réaliser. Tout d'abord, il faut s'engager à récolter, préserver et promouvoir la diversité variétale des campagnes calédoniennes. Ça, c'est extrêmement important. Et il y a déjà des acteurs qui le font. Aujourd'hui, on l'a vu avec l'IAC, le Conservatoire de l'Igname, Maleva et bien d'autres acteurs Oui, encore. beaucoup d'associations notamment qui Ouais, le font. tout à fait. Il faut également poursuivre la promotion des fameuses IAE, les infrastructures agroécologiques, donc les bandes enherbées, les haies brise-vent, qui ont été promues dans le reportage Les par bandes Repère. fleuries, Exactement. etc. Donc ça, véritablement, c'est un chantier qu'il faut renforcer. Il faut également disposer d'une vraie politique agricole d'accompagnement de cette transition agroécologique. Pour d'une part, soutenir les agriculteurs conventionnels dans leur transition, mais aussi soutenir les agriculteurs qui sont déjà en agroforesterie, en agroécologie, et qui ont besoin d'outils adaptés à leur développement. Il faut également être en capacité d'être comptable des gains de cette nouvelle agriculture, de cette agroécologie. Les gains en fertilité du sol, en restockage de carbone, en économie d'eau, en retour de biodiversité, en gains économiques, en économie d'intrants, etc., en création d'emplois à l'hectare. Des choses qui peuvent être mesurées et qui démontreront l'intérêt de ce virage agroécologique. Et puis enfin, dernier chantier, mais pas le moindre, en tant que consommateur, il y a un véritable chantier à mener, celui de sortir de la monotonie alimentaire qui nous conduise à consommer toujours les mêmes légumes, les mêmes fruits. Oui, c'est vrai. Et dire c'est le jeu de l'offre et de la demande. Si nous, citoyens, on demande davantage de diversité et quand ça nous est présenté sur un marché, on achète ces légumes et ces fruits nouveaux, eh bien on va entraîner ce mouvement de l'offre. Oui. Et puis il faut saluer tous les gens qui nous aident, qui nous éduquent à cuisiner ces nouveaux légumes ou ces nouveaux fruits. Oui, il faut pour ça qu'on puisse disposer de recettes. Prends l'exemple du chou canac. Beaucoup de gens hésitent encore à l'acheter parce qu'ils ne savent pas le cuisiner. Alors que c'est Exactement. délicieux. Et Elisabeth, toi que je sais extrêmement curieuse des nouvelles saveurs, je vais t'offrir le dernier bouquin de notre ami Bernard Suprin, qui a été publié grâce au soutien de l'Agence rurale, sur les plantes marginales comestibles en Nouvelle-Calédonie. Et donc là, tu vas trouver plein de plantes que tu as l'habitude de croiser dans ton jardin, voire même sur le bord des routes, et que tu peux finalement manger de différentes manières. Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'est un cadeau formidable. On y retrouve à l'intérieur la présentation de chaque plante, mais également ses qualités alimentaires. Oui. Donc, je vais découvrir plein de choses. Alors, c'est un livre qu'on peut retrouver en librairie, tout simplement, et qui peut nous rendre de grands services pour découvrir les plantes comestibles en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup, Hubert. Merci Elisabeth.